les coûts de transport, d'hébergement, mais aussi les autorisations qui sont assez difficiles à obtenir du côté des autorités. Donc quand j'accompagne une ONG, c'est beaucoup plus facile pour moi de travailler, mais en même temps, comme je ne connais pas souvent, en fait, et là j'ai un autre problème, c'est qu'on est affronté à un autre problème, c'est le niveau professionnel des journalistes qui sont sur place. Donc de quoi donner lieu à toutes sortes de dérapages, de problèmes déontologiques, d'éthique et de tout ce que vous voulez. Toutes les dérives possibles arrivent. Parce que le journaliste qui arrive, qui n'a pas justement assez qui ne possède pas vraiment ses outils, et qui est mal formé, et qui ne sait pas parfois qui est en train de commettre des erreurs professionnelles sans savoir que ce sont des erreurs professionnelles, et du coup il arrive sur place. Il fait son travail en très peu de temps. Il ne veut pas, en fait, il est invité par une ONG qui a travaillé à la longueur sur ses relations avec les autorités et qui ne veut pas compromettre ses relations. Donc le journaliste invité, il doit être sympa, gentil, et il ne doit pas dépasser certaines limites. Et en même temps, à la fin, résultat, le genre de reportage qu'on a sur le résultat final, on a des reportages qui sont une suite du travail en soi, ça fait une suite d'historiettes, de témoignages poignants, mais qui ne rapportent rien de nouveau. En fait, est-ce que, par exemple, soi-disant, si je parle de réfugiés syriens, par exemple, est-ce qu'on a vraiment dans la presse égyptienne, toutes tendances confondues, est-ce qu'on a de vrais reportages ou de vraies enquêtes, en fait, où les gens disent réellement bon, voilà, il y a des gens, ces pauvres gens, d'accord, ils sont pauvres, ils sont déplacés, ils sont déportés, tout ce que vous voulez, mais pourquoi? On n'a pas de pourquoi. Justement, qui en est responsable? Le rôle des pays du Golfe, qu'on n'arrête pas d'évoquer depuis 2 jours. Est-ce que c'est pas uniquement parce que, non seulement d'une part, il ne veut pas fâcher certaines personnes, mais aussi, c'est par ignorance parfois. Je suis désolée, mais moi-même je sais que parfois il y a un journaliste égyptien qui peut arriver sur place et qui ne se rend pas compte que, comme il n'a pas fait son boulot, et il ne se rend pas compte que finalement, voilà, il y avait l'Arabie Saoudite qui a versé autant d'argent, etc., parce que tout simplement il n'a pas fait son travail. Et du coup, il rentre avec une suite de témoignages. Et du coup, on a un schéma très réductif. En fait, c'est très simpliste. Et le public aussi, les lecteurs, soit les récepteurs, il finit, en fait, surtout dans un pays en crise, qui ont déjà leurs propres problèmes, ils finissent par être blasés. Voilà, on a ces mêmes histoires, les images qui sont partout, etc. Donc quand on parle, par exemple, de réfugiés qui sont loin, donc en dehors de la frontière, ça, c'est autre chose, c'est-à-dire on parle de gens qui sont loin et on commence à parler, oui, ces pauvres gens, etc. Mais au bout d'un certain temps, je tourne la page, j'arrête de lire parce que j'ai vraiment pas de substance, j'ai pas de contenu, j'ai pas de profondeur, j'ai pas grand-chose. Ça m'apprend pas grand-chose. J'ai lu 1150 papiers qui disent un peu la même chose. Ça, c'est d'une part. Par contre, si je parle des réfugiés, etc., ou d'autres cas qui sont à l'intérieur du pays, donc on est à l'intérieur, là, c'est un autre contexte aussi, il y a d'autres problèmes. C'est que souvent, on a affaire, les journalistes, la presse égyptienne, ça a été nationalisé depuis les années 60 sous Nasser, donc, et puis on a depuis les années 90 d'autres presses, on l'appelle indépendantes, mais c'est des presses privées qui ont des propriétaires qui viennent souvent, c'est des hommes d'affaires. Bon. Donc finalement, mais il y a dans les pratiques et dans l'habitude aussi de ces journalistes, on a transformé les journalistes en des journalistes fonctionnaires qui ont l'habitude de travailler pour quelqu'un. Que ce soit quelqu'un, l'État, ou quelqu'un, une ONG, parce qu'il travaille toujours en collaboration avec cette ONG, etc. Donc, ce qui fait que ces journalistes qui ont l'habitude de travailler toujours, qui sont plus ou moins à la solde, qui essayent toujours de travailler pour quelqu'un, alors ils se prêtent automatiquement à une sorte de diabolisation, et c'est surtout, on a vu ça surtout, c'était flagrant avec des animateurs de télé, par exemple, comme vient de dire madame, la télé, c'est quand même, ça a beaucoup d'impact, même dans les villages les plus éloignés. Et donc tout d'un coup, en temps de crise, l'étranger, il est toujours la source de tous les maux. Donc on a peur de tout et de rien, surtout quand on a des frontières assez poreuses.
et etc. Du coup, il y a eu des animateurs de télé, par exemple, qui se sont mis à diaboliser et les Palestiniens, et les Syriens, etc. Par exemple, et il le disait de manière, c'est un appel à la haine, à la violence, de la provocation, de manière très directe, à la télé, des insultes parfois même. Et vu on n'a pas de régulateur, on n'a pas de CSA, on n'a pas ce genre, on essaye, depuis 4 ans on en parle, mais ça n'a jamais vu le jour. Donc un journaliste qui est poussé par les services, parce que l'État il est fâché contre les Palestiniens tout d'un coup, donc, et tout d'un coup tous les Palestiniens passent pour des poseurs de bombes. Les opérateurs du développement et de l'urgence en Haïti, ainsi que du traitement médiatique qui leur est réservé. Loin de moi l'idée de lancer ici une polémique, quoique, mais au moins de susciter des questionnements de votre part. Je souhaite avec vous questionner les pratiques de certains opérateurs d'une part et des médias locaux d'autre part. Je dénonce les dérives de systèmes basés sûrement sur de bonnes intentions, mais qui provoquent sur le terrain des déséquilibres profonds sur les plans économiques, environnemental, social et culturel. Pour comprendre le contexte, passons en revue les médias haïtiens. Le quotidien le plus ancien d'Haïti, le journal Le Nouvelliste, qui date en 1898, est imprimé à 10 000 exemplaires pour une population de 10 à 12 millions d'habitants. Ce média est le plus prestigieux d'Haïti. Il est une institution. Si une organisation souhaite être vue des bailleurs de fonds, des services consulaires et diplomatiques, des organisations internationales et des politiciens, il faut publier dans le Nouvelliste. Vous comprenez également que ce ne sont pas les abonnements qui font vivre le journal, mais la vente de publicité et d'encarts. Une page dans le Nouvelliste coûte environ $1000 US. Ce n'est donc pas un média pour tous. Les radios, elles sont les médias préférés des Haïtiens. Désormais, avec les téléphones modernes, les Haïtiens sont à l'écoute 24/24. Dans la rue, ils mangent, le téléphone collé à l'oreille. Sans faire de publicité, citons parmi les plus écoutés, en parlant des radios en Haïti. Il y a Radio Caraïbe, Kiskeya, Radio Vision 2000. Elles ont toutes leurs émissions phares. Cependant, elles sont des entreprises privées. Et donc, elles ont des choix à faire en termes d'événements à couvrir et ne se déplacent pas gratuitement non plus. Par ailleurs, elles ont pour certaines des rayons de diffusion discontinus. J'ouvre une petite parenthèse pour le cas particulier de RFI. En septembre dernier, sur le village Alternatiba de Paris, la journaliste de RFI était impressionnée et très enthousiasmée pour l'organisation du village Alternatiba en Haïti. Pourtant, en Haïti, la correspondante de RFI n'a pas jugé utile de couvrir l'événement. Au sein d'un même média, une information sera traitée différemment, dépendamment de la personnalité et des centres d'intérêt de journalistes. Les médias alternatifs sont alternatifs dans le fait qu'ils diffusent sur Internet en Haïti, mais pas de connexion, pas d'information. Internet reste un média élitiste en Haïti. Il faut savoir lire, avoir accès à une connexion. C'est extrêmement cher. Restent les radios communautaires. À travers le réseau SACS, elles sont au plus près des auditeurs et de leurs préoccupations. Elles sont les yeux et les oreilles des territoires, même les plus reculés. Par contre, leur rayonnement est limité. Parlons maintenant des opérateurs. Les services des journalistes haïtiens ne sont pas gratuits. Ainsi, vous comprendrez qu'il se crée un déséquilibre entre les opérateurs dépendamment de plusieurs facteurs, dont la taille de l'organisation. Par exemple, une ONG locale ou une association de base aura plus de difficultés à mobiliser les journalistes qu'une organisation internationale. Les moyens dont dispose l'organisation, le budget, les réseaux, les personnes ressources, une organisation aux faibles moyens aura plus de difficultés à mobiliser les journalistes. La renommée de l'organisation, en parlant de notoriété, plus une organisation est connue ou reconnue, plus l'organisation sera facile de mobiliser les journalistes. Le leadership du responsable de l'organisation, un dirigeant charismatique,
aura plus de facilité à mobiliser les journalistes qu'un responsable timide. Le lieu où on réalise l'activité, une activité organisée à l'autre bout du pays, doit revêtir un caractère exceptionnel pour pouvoir espérer mobiliser les journalistes. Le contexte de l'événement, en ce moment en Haïti, l'actualité est principalement politique du fait de l'organisation des élections. De ce fait, les journalistes sont plus réticents à s'éloigner de la capitale et même des sites d'influence comme le CEP, c'est-à-dire là où se trouve le Conseil électoral provisoire ou le Palais national. Les avantages proposés par l'organisation, une organisation capable de proposer des avantages en nature, par exemple week-end au bord de la mer, ou en espèces à des journalistes, s'offrira plus facilement leur faveur. Le choix des médias, une organisation qui veut de la visibilité et communiquer, doit choisir les médias les plus consultés. Cela a un coût, contrairement à des médias plus modestes, mais à plus faible impact. Notez bien que je n'ai pas parlé de la qualité des projets à mettre en lumière. Pour être plus explicite et provocateur, une petite organisation sans moyens, mais qui fait du bon travail, ne peut pas rivaliser avec une organisation qui dispose d'un bureau de communication et de ressources, même si ses résultats sur le terrain sont discutables. Souvent, lors d'une activité, les journalistes reçoivent un communiqué de presse, un dossier de presse, où ils piochent les éléments pour rédiger leur article. Ils ne restent jamais très longtemps sur place. Ils prennent 2/3 images, font quelques interviews, mais ne questionnent pas le pourquoi, le comment de l'activité. Ainsi, les articles sont parfois superficiels et dictés par le commanditaire. C'est dans ce même ordre d'idées que je pense qu'il est fondamental de bien distinguer visibilité et communication. Pour répondre aux questions posées avant de venir ici concernant cette table ronde, en quoi les médias des pays d'intervention peuvent être des relais de l'action des ONG? En Haïti, il s'est développé un climat de méfiance vis-à-vis de l'action des ONG, surtout après le tremblement de terre et surtout envers les ONG internationales. Pour être des relais de l'action des ONG, encore faut-il que les journalistes haïtiens soient formés et aptes à décrypter le jeu des acteurs en présence, étant donné que les actions des ONG ne sont pas gratuites. Par ailleurs, en Haïti, il n'y a pas de journaliste d'investigation capable de décortiquer un projet de sa genèse à sa mise en œuvre. Pour être des relais de l'action des ONG, encore faut-il que les dirigeants des médias haïtiens soient indépendants dans le traitement de l'information. Pour exemple, les 16 et 17 octobre dernier, le GAF a organisé le seul village Alternativa qui s'est déroulé en dehors de l'Europe. Ce vaste mouvement citoyen a une portée d'envergure puisqu'environ 111 villages ont réuni plus de 506 451 citoyens. À la veille de la COP21, le village qui s'est déroulé dans une commune en Haïti qui s'appelle Keskov était sans égal. Eh bien, malgré nos démarches des dirigeants, des organisateurs, les médias ne sont pas déplacés. Je ne voulais pas intervenir, je voulais laisser le cadre, figure, pour que les gens arrivent à comprendre le fonctionnement des journalistes haïtiens en tant que tel. Pourquoi? Parce que le GAF n'avait pas de budget pour la presse. Le sujet ne passionne pas. La proximité des élections, la distance où on organise l'activité. Une action d'une telle ampleur aurait mérité une large couverture médiatique, étant donné les enjeux du changement climatique pour Haïti, étant donné le faible calendrier pré-COP21, étant donné l'ampleur du mouvement en Europe. Pour être des relais de l'action des ONG, encore faut-il que les journalistes haïtiens soient critiques et ne prennent pas pour argent comptant ce qui leur est communiqué et prémarché par les opérateurs. Il est temps d'abandonner l'ère de la visibilité pour l'ère de la propagation de bonnes pratiques. Si je réponds à la question concernant comment aborder le rôle des médias du Sud dans l'acceptation et l'appropriation des projets d'urgence et de développement par les communautés bénéficiaires, il y a un exemple. En ce moment, le GAF travaille pour l'élaboration d'un plan communal de développement d'une commune dans le département de la Tribonite, pour les gens qui connaissent Haïti, et la commune s'appelle Des Dunes.
Le GAF avait programmé 72 émissions radiophoniques sur une radio locale. Elles étaient animées par le directeur général de la mairie de cette commune. À chaque enregistrement, un acteur du projet était invité. Comme les émissions étaient également diffusées via Internet, cela a permis à la diaspora de Dédune, de cette commune qui se retrouve aux États-Unis, plus précisément à New Jersey, de s'approprier et de s'impliquer dans la réflexion territoriale. C'était une expérience, on essaie d'articuler. Dans ce cas précis, je parle d'une radio émise depuis une commune, une petite commune en Haïti pour la commune. Un autre exemple, SAX, qui est Société Animation Communication Sociale, a participé avec le GAF au village Alternativa de Paris en septembre dernier. À son retour, il a diffusé un reportage à travers ses radios communautaires affiliées. Là où les médias nationaux ont failli, les médias militants communautaires ont pris le relais. Néanmoins, j'estime que les projets doivent être acceptés par les communautés bénéficiaires avant même leur réalisation. C'est la fameuse participation dont tous les opérateurs parlent, mais qui effectivement n'est pas toujours mesurable sur le terrain. Il est temps que les opérateurs associent les bénéficiaires à la définition des projets afin que ces bénéficiaires soient eux-mêmes les porte-parole, les ambassadeurs des projets. Enfin, à la dernière question, dans quelle mesure ces médias sont-ils des sources d'informations indispensables, mais sous-exploitées dans la mise en œuvre de l'action humanitaire? Ça, c'est pour vous provoquer, vraiment. Le marché du développement et de l'urgence est très concurrentiel. Oui, j'ai bien dit, marché, au risque vraiment de vous choquer. Hein. Les opérateurs sont en compétition pour les financements. Compétition d'autant plus agressive que les sources de financement ne tarissent. Il faut toujours faire vite pour présenter le document à temps, car les délais peuvent être parfois très courts. Du coup, pas le temps de faire de diagnostic, ni d'enquête de terrain. D'ailleurs, certains opérateurs internationaux débarquent en Haïti avec leur projet tout ficelé. C'est seulement a posteriori, le budget en main, qu'ils réfléchissent à la mise en œuvre. En Haïti, comme ailleurs, il est extrêmement important de savoir où on met les pieds avant d'agir. La stratégie des acteurs est fondamentale. Là encore, cela demande du temps pour comprendre les enjeux des uns et des autres. Ce temps si précieux. Il y a la question de la langue que tu as abordée vraiment, qui est fondamentale. Parce qu'il y a une hypocrisie à partir de la langue utilisée dans le pays. Même si Haïti a 2 langues officielles, les informations, les vraies informations qu'on a, se transmettent naturellement en créole, pas en français. C'est une stratégie de biaiser l'interlocuteur. Sans maîtrise de la langue, certaines informations ne seront pas accessibles. Pour conclure, je pense que les médias haïtiens ont un rôle fondamental à jouer pour le développement des territoires, tout autant qu'ils devraient être le relais des bonnes pratiques. J'estime qu'ils devraient dénoncer les mauvais projets. Merci. Merci David. On passe à la dernière partie avec le grand témoin qui est aujourd'hui Bruno David, fondateur et président de Communication sans frontières. Je vais utiliser ce micro. Merci. Alors, je vais m'inscrire dans la droite ligne de ce qui a été dit, parce que je trouve vraiment les interventions passionnantes, d'autant qu'elles recoupent beaucoup de problématiques, en tout cas d'interrogations que l'on a avec UMACOP d'ailleurs depuis plusieurs années, et puis j'y ferai référence. J'ai juste utilisé une technique qui est un petit peu différente de celle de mes collègues. C'est que pour ceux qui me connaissent le mieux, j'aime beaucoup la disruption, et donc je vais essayer d'être disruptif. Alors juste pour vous donner une définition de la disruption que j'ai trouvée sur le web, et comme on est dans une ville d'ingénieurs aussi, dans la Silicon Valley française, dans le domaine de la physique nucléaire, de la magnéto-hydrodynamique et de la physique des plasmas, et plus précisément dans les processus à l'œuvre dans les
tokamak, donc s'il y a des spécialistes, ils nous diront ce que c'est, j'en sais rien, en fonctionnement. On appelle disruption l'apparition brutale d'instabilité magnéto-hydrodynamique dans la chambre de confinement. Alors je trouve ça passionnant, parce que je vais revenir à ce qu'on appelle la disruption en termes de communication. C'est que, je pense hommage encore à Humacoop, c'est qu'Humacoop nous fait toujours prendre conscience qu'on est nous-mêmes dans une chambre de confinement, qui est l'humanitaire, qui est l'action internationale humanitaire, et que l'idée c'est d'être capable de sortir de cette chambre de confinement pour mieux se regarder, mieux interpréter et re-questionner nos actions. Donc je pense qu'il y a déjà là, avec la physique nucléaire, un lien de disruption qui est intéressant. En termes de communication, la disruption a été inventée en marketing par Jean-Marie Dru, qui se trouve être le président, directeur général d'une des plus grandes agences de communication dans le monde, qui est TPWA, et qui se trouve être le président de l'UNICEF aujourd'hui. Donc on voit bien, et d'ailleurs Jacques Inzi, qui était aussi un des présidents de l'UNICEF, était lui-même un publicitaire, on voit bien l'impact et l'importance de l'image, des mots et de la communication dans le dispositif des ONG, et on ne peut pas dissocier de l'histoire des humanitaires, en particulier des French Doctors, la communication de l'action humanitaire. Alors, dans l'aspect communication, on va dire que c'est une approche qui est fondée sur la rupture, et l'approche disruptive doit permettre d'identifier les conventions et les biais culturels qui débouchent sur des approches standards, peu créatives et peu génératrices d'impact. Je pense que c'est extrêmement important dans ces états généraux, et je pense que là, par le biais de la communication, d'être capable de se re-questionner, de se questionner en tout cas, sur nos propres approches qui vont exprimer auprès du public, par le biais des médias, par le biais des opérations et des campagnes de communication, ce que nous avons à transmettre. Alors, en étant disruptif, eh bien, ça voudrait dire que j'aimerais bien un jour assister à un colloque où noir, rouge, jaune et peut-être un jour des martiens viendraient nous parler des acteurs de notre propre société civile, de notre gabegie, de notre jungle à Calais, de nos acquis sociaux qui s'effritent, de notre impuissance à maintenir et développer le droit international humanitaire, d'être incapable d'héberger des SDF l'hiver, du gaspillage de l'eau potable jusque dans nos toilettes, puisque quand on appuie sur la chasse d'eau, c'est de l'eau potable, il ne faut pas l'oublier, des 100 € d'aide humanitaire sur lequel n'arrive que 10 € au mieux sur le terrain, de voir des anthropologues des Suds nous parler de notre presse locale, qui est aussi aujourd'hui dans la main de groupes privés dont on relate sur nos propres médias les affres de la pression auprès des journalistes, que nous puissions parler de notre propre liberté d'expression dans notre propre pays, des alliances de nos propres politiques, de nos religions, de nos guerres, des pillages et des richesses que nos civilisations ont mises en route depuis pas mal de temps, des différentes spéculations sur les denrées alimentaires. Par exemple, on pourrait parler aussi, si on était disruptif, d'une campagne que monteraient les Chinois pour communiquer à Pékin sur l'incapacité des Français à héberger les SDF l'hiver. Alors, on pourrait très bien monter des campagnes de communication à Pékin pour appeler les Pékinois à soutenir les pauvres Français qui n'arrivent pas à s'organiser pour soutenir ces gens qui dorment dans la rue, dans le froid et qui meurent tous les ans, malgré le fait qu'il y ait plein d'associations qui s'en occupent. Comment parler de la guerre en Ukraine? Comment parler des Balkans? Comment parler de la Tchétchénie? Comment parler de la Biélorussie aujourd'hui sans partir trop loin de chez nous, hein, parce que c'est juste nos frontières directes. Et je pense que cette pensée systématique qui nous définit comme indispensable, aujourd'hui, est battue en brèche. Et l'une des grandes questions qu'on peut se poser au travers des médias, c'est, je pense que tu l'expliquais très très bien, c'est est-ce que finalement on est aussi indispensable qu'on l'imagine et qu'on se le représente et qu'on essaye de le faire croire par le biais de la communication et des articles que l'on construit. Donc je prenais cet exemple hier, on a inventé le Minitel, mais est-ce que c'est pas aux jeunes qui sont dans la salle finalement de passer du Minitel à Internet? On a inventé IBM, mais est-ce que c'est pas eux aussi d'inventer Apple?
On a inventé l'humanitaire, les French Doctors ont fait un travail incroyable depuis 40 ans, mais c'est quoi les 25 ans qui arrivent? À qui de les inventer et qui sont les militants qui vont rénover ou qui vont impulser de nouvelles dynamiques dans l'humanitaire aujourd'hui, de nouvelles façons de faire, de nouveaux concepts. On parlait ce matin du droit d'ingérence, on pourrait faire encore des livres et des livres sur le droit d'ingérence, mais il faut dire que les gens qui ont pensé ça, aujourd'hui, ne sont pas concurrencés par de nouvelles pensées. Donc on peut toujours discuter du droit d'ingérence, mais l'idée, ça serait peut-être de penser à de nouvelles formes. Alors on appelle ça dans l'économie la kodakisation. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, mais c'est l'idée que des grandes structures comme Kodak, qui pensaient qu'elles étaient immortelles et qui étaient les premières marques mondiales du monde, sont disparues aussi vite qu'elles, peut-être plus vite qu'elles se sont construites. On parle d'ubérisation de la société, c'est-à-dire la désintermédiation, et aujourd'hui on voit bien, dans toutes les interventions que vous avez faites aussi, l'incapacité aujourd'hui des ONG à être des relais fiables pour porter la parole des populations. Donc ça pose beaucoup de soucis aujourd'hui, parce que ça veut dire que l'intermédiation ne fonctionne pas. Et donc comme on est dans des logiques de désintermédiation, ça veut dire que les gens qui financent, ou les gens qui veulent aider, vont aller directement auprès des populations, sans passer par les tiers que sont les ONG, et qui sont extrêmement critiqués. Alors vous consommez de la désintermédiation toute la journée. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'aller au kiosque à journaux pour aller lire vos informations, vous l'avez directement sur votre portable. C'est de la désintermédiation. Vous voulez acheter des chaussures, vous n'êtes plus obligé d'aller dans un magasin pour acheter une paire de chaussures. Vous pouvez le faire sur Internet. C'est de la désintermédiation. Votre billet de train, il est sur votre téléphone, c'est de la désintermédiation. Donc à un moment donné, est-ce que les ONG vont avoir besoin des médias encore pour parler d'elles? Pas sûr. Est-ce que les populations vont passer par les ONG pour parler de leurs souffrances ou pour faire des lobbying, pour améliorer leur quotidien? C'est pas sûr non plus. Et par quels moyens tout ça va passer? Bien malin celui qui pourrait le prédire. Aujourd'hui, on ne sait pas. Donc les logiques et les certitudes dans lesquelles on est dans les dispositifs humanitaires aujourd'hui en termes de communication, ils sont extrêmement questionnables et on est sûr d'absolument rien. Donc ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, c'est quelle déontologie et quelle éthique. C'est un sujet qui a été abordé et qui est essentiel. Quand on est journaliste et qu'on travaille dans la presse, on ne fait pas de la communication, on ne fait pas de la publicité. On travaille sur des sujets avec un regard extérieur qui peut être critique sur les actions des ONG. On n'est pas là pour communiquer pour une ONG, on n'est pas un service de communication pour placarder des affiches ou écrire des articles qui vont dans le sens de ce qu'on nous a commandé. Donc la grande difficulté aujourd'hui, c'est comme il y a une proximité, un compagnonnage, comme on le disait, voire aujourd'hui une médiadépendance entre les médias et les ONG qui ont besoin absolument d'appuyer tant avec leurs bailleurs que leurs donateurs, que les populations locales, l'ensemble des parties prenantes, les dispositifs dans lesquels elles veulent se promouvoir, les médias, ils sont coincés. Ils sont tellement coincés qu'ils commencent à faire machine arrière et à se dire, mais là, qu'est-ce qu'ils me racontent? Donc, ça soulève un autre problème, c'est est-ce que les informations ou les données que produisent les ONG sont fiables? Est-ce qu'on peut encore se fier à ce que nous racontent les ONG? Et vous avez de plus en plus de populations qui aujourd'hui ne croient plus les ONG. Et vous avez dans des pays comme la France, qui sont quand même des pays de droit, organisés, structurés, des gens qui ne croient même plus ce qu'on leur dit. Vous avez des énormes campagnes qui ont été faites sur les vaccins, sur lesquelles vous avez les populations entières qui disent « Non, attendez-moi, les vaccins, c'est pas cette histoire. Et la viande, non, arrêtez. Le lait, non plus. » Donc, la grosse question, vous imaginez, dans un pays comme la France, dans lequel vous avez une organisation de la communication, de l'information et des structures qui sont extrêmement claires, où vous êtes en train de vous demander, le problème n'est pas que je n'ai pas à manger, c'est est-ce que ce que j'ai dans mon assiette n'est pas mauvais pour ma santé? Ah mince, est-ce que j'achète au supermarché? Voilà. Donc vous voyez bien les problématiques éthiques, déontologiques que la communication porte en elle par le biais de la publicité ou de la promotion. Ces éléments-là ont été aussi extrêmement bousculés ces derniers temps, et je tiens à marquer ce coup-là, parce qu'il a bouleversé tout le monde. On le raccourcit chez nous à Communication sans frontières en disant de Charlie à Elan. Quelles sont les limites de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut transmettre? Et c'est en fonction de notre propre culture. C'est pas la culture de l'autre, c'est déjà chez nous. C'est-à-dire ce que nos propres populations sont capables de supporter elles-mêmes de ce que l'on va montrer d'elles-mêmes.
pas des autres, je ne parle même pas d'altérité. C'est-à-dire où se trouve le seuil de tolérance. Alors, si on prend la France, encore, comme exemple, qui est le pays dans lequel on est immergé aujourd'hui, tous les jours, vous avez des publicités qui sont interdites, qui sont choquantes, sur lesquelles des associations luttent en disant « bah oui, mais là, c'est un appel à la pédophilie, ici c'est sur la boulimie, ici c'est sur les droits humains, ici c'est la représentation de la personne dans la publicité ». Et on fabrique et on fabrique et on fabrique des images qui sont des images qui peuvent heurter. Donc vous avez des slogans du type « communiquer sans heurter ». Communiquer sans frapper, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que les seuils de tolérance que vous allez fixer vous dans une image ou un texte que vous allez considérer comme agressif, impactant, ou qui va vous provoquer, quelqu'un d'autre, ça ne gênera absolument pas. Donc votre seuil d'évaluation, il est totalement personnel. Il n'est pas collectif. Tout le monde ne se dit pas à un moment donné « Mon Dieu, cette image est insupportable ». C'est des groupes, des individus qui, à un moment donné, en fonction de leur propre référent culturel, vont décider que cette image, ou ces mots associés à cette image, ne sont pas recevables. Et vous aviez eu une polémique chez Action contre la faim sur le sujet. Je ne parle même pas de choses sur ce que les gens on se dit « Ah oui, mais c'est des problèmes religieux. » Non. Action contre la faim sort une campagne qui s'appelle « Bonne nouvelle » en montrant un enfant décharné. Scandale. Ça fait un scandale. Pourquoi ça fait un scandale? Parce qu'on ne peut pas associer des mots dits positifs à une image d'un enfant qui est probablement en train de mourir. C'est pas concevable. Voilà un exemple typique des iconographies mentales sur lequel, et les ressorts sur lesquels la publicité travaille. Mais quand on est dans les ressorts publicitaires, vous acceptez ça tous les jours. Le principe même de la publicité, c'est de construire de la disruption ou des images qui, à un moment donné, vont vous interpeller pour susciter de l'intérêt, et vous parliez de la visibilité, de la notoriété, de la nécessité de se montrer. Bien évidemment que les ONG sont dans une logique de notoriété, de visibilité. Elles n'ont pas le choix. Si elles ne sont pas visibles et si leur notoriété n'est pas suffisante, elles sont inexistantes. Et il n'y a pas de donateurs. Donc la problématique, c'est qu'elles sont dans des problématiques purement marketing et de communication relativement traditionnelles. Les autres questions qui se posent, mais vous les avez évoquées, et c'est des questions sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est la représentation des victimes. Comment vous montrez ce que vous voyez? Comment un journaliste qui va faire en sorte d'avoir, qui a son éthique, sa déontologie, celle de son média, de son métier aussi, va décider de ne pas montrer un certain nombre de choses. Libé n'a pas vu la photo d'Elan, la tête dans le sable. Ils ont dit on ne le traite pas. Sur les réseaux sociaux, c'était parti comme une mèche qui s'allumait. Et Libération a dû revenir derrière pour dire mais à culpa, on est désolé, on voit tellement d'images, on voit tellement de choses, on est submergé qu'on n'a pas traité l'image. Et comment traiter cette image? Fallait-il la montrer d'ailleurs? On n'a pas les réponses. Mais en tout cas, la question doit être posée de savoir comment on peut gérer cette prise de conscience des situations dans une géopolitique des consciences qui n'est pas la même en fonction de là où on est. Donc dans des civilisations, des pays qui sont bombardés par la publicité, bombardés par des images, vous ne captez pas tout ce que vous voyez tous les jours, heureusement vous filtrez. Mais dans des pays où vous avez peu de publicité, peu de communication, une image quand elle sort peut être extrêmement violente. Parce que vous n'avez pas du tout le contexte et vous n'avez pas le décryptage. Donc, dans un monde qui est totalement internationalisé par des outils de communication internationaux, est-ce que toutes les images peuvent circuler entre des gens cultivés, lettrés et qui ont une analyse de décryptage des images avec des populations qui sont parfois illettrées et qui n'ont aucune capacité de décrypter? Et puis, d'autres idées sur lesquelles on travaille aussi sur ces sujets, c'est comment parler aux populations locales, accepter la critique. Est-ce que les ONG sont capables d'être critiquées localement, en dehors de se dire, si je suis critiqué localement, je cours des problèmes de sécurité, les expats, c'est tout de suite, ça devient... Bon. Est-ce que, quand on est en relation avec des médias, il faut qu'on laisse la possibilité aux médias de nous critiquer, c'est-à-dire d'avoir un regard critique, ce qui ne veut pas dire négatif, mais de voir l'impact de l'ONG dans un contexte qui ne lui appartient pas, qui est celui d'une société dans laquelle elle évolue.
venir s'expliquer dans les médias, ça a été dit, ça me paraît important, et donc la langue est importante. On imagine mal, je prends les Chinois parce que c'est très caricatural avec les Français, d'avoir un responsable d'une organisation chinoise venir chez Claire Chazal sans dire un mot de français. On va dire, bon, bah, c'est un Chinois qui est de passage, quoi, il vient juste là. C'est pas quelqu'un qui est en train de travailler sur du long terme, qui comprend les us, les coutumes, les problématiques des populations là. Et on passe pour des Chinois. On est des Chinois enfin, je dis pas de bêtises, hein. Combien de fois les gens nous l'ont dit, on comprend rien de ce que vous racontez. La fabrique des stéréotypes et des clichés. Et ça, c'est très important, puisque les jeunes générations, et je pense à Dakar, et aussi bien en Côte d'Ivoire et au Sénégal aussi, de jeunes qui dénoncent aujourd'hui les clichés, la fabrication des clichés, dans lesquels les ONG les ont enfermés. Vous avez au Kenya une série télévisée qui s'appelle l'ONG qui sert à rien, qui est absolument géniale, qui est à mourir de rire, où on voit des jeunes Kenyans qui travaillent dans une ONG avec quelques blancs qui sont là, et qui passent leur temps à faire un peu tout et n'importe quoi, c'est à mourir de rire. Mais c'est à la télé, et puis ça fait des scores d'audience assez extraordinaires. Donc on n'est pas aussi dans le confinement, dans la marginalité, on est sur des vrais programmes à la télévision, avec aujourd'hui une parole qui se libère aussi sur l'intérêt de travailler avec les ONG. Sur les clichés, on a participé il y a peu de temps avec une équipe qui fait des batailles de links, qui s'appelle Links Not Bombs, et dont l'idée est de partager entre le Nord et le Sud les clichés en fait, qui sont véhiculés par les marques, les ONG. On travaille beaucoup sur ces clichés de la solidarité. Et il y avait des interventions de gens qui étaient absolument extraordinaires, dont ces équipes aussi d'étudiants qui ont, à un moment donné, étudiants africains, qui ont envoyé des radiateurs en Norvège parce qu'il faisait trop froid, et qui ont dit qu'il faut absolument venir en aide aux Norvégiens, donc envoyons-leur la radiateur. Comme ce petit gamin qui était un artiste de films publicitaires pour ONG qui dénonçait un peu la mécanique qu'il y avait derrière. Donc vous voyez bien que cette problématique de la communication tant au nord qu'au sud est soumise à des mécanismes qui sont des mécanismes fortement imprégnés de publicité. Mais s'il y a une chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est que vous preniez bien conscience que, c'est l'objet de notre débat après avec la salle, j'espère, c'est que l'ensemble des dispositifs de communication auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui sont des mécanismes du Nord pour le Nord. C'est-à-dire quand les ONG parlent, elles ne parlent pas avec le Sud, hein, elles parlent avec le Nord. Donc elles fabriquent des images pour le Nord. Elles ont un mode de communication pour des gens du Nord. Et pourquoi elles ont un mode de communication pour les gens du Nord? C'est parce que l'argent est là, parce que c'est vous qui êtes solvable et que les donateurs sont ici. Et le jour où les ONG commenceront à faire de la communication du Sud vers le Nord, ou voire du Sud-Sud, on commencera peut-être à parler véritablement de partenariat. Merci Bruno. On passe tout de suite au débat si vous avez des questions. Micro. Bonjour, je vous remercie pour vos témoignages, vos interventions qui étaient des témoignages très concrets en fait. C'est ce que j'attendais. J'étais venue en particulier pour cette table ronde. Je remercie Rabah Attaf pour ce qu'elle a souligné à la fin et qui me semble qui est très important, donc notamment dans des contextes locaux, sur l'usage de la langue, sur la proximité, sur l'humain. Et sur, j'imagine, ce que vous sous-entendiez, c'était d'aller vraiment à la rencontre des populations locales et des acteurs locaux, y compris les confrères, y compris vos confrères. Moi, il se trouve que, on s'est rencontrés rapidement hier soir, mais j'ai une expérience je suis journaliste freelance. En même temps, je travaille pour l'école de la paix qui est basée à Grenoble, et
Donc à un moment donné, par rapport à tout ce que vous raconterez, j'ai fait le choix, je ne vais pas raconter ma vie, mais juste d'aller travailler dans un média du Sud, comme on dit. Bon, j'aime pas trop ces terminologies, personnellement. Et donc j'ai travaillé dans un quotidien au Sénégal suffisamment longtemps, et c'était un choix, justement, pour aller en totale immersion et essayer de mieux vivre ce qu'eux vivent là-bas, et de mieux comprendre, en fait, les pratiques, comme on dit, dans le Sud, entre guillemets. Voilà, parce que j'aime pas trop parler comme ça. Et juste, je voulais souligner par rapport aux relations avec les ONG, parce que moi, ça m'est arrivé d'un point de vue personnel, sur les reportages où on m'a envoyé, où moi je me suis rendue, c'est qu'il y a un certain nombre d'ONG, dont certaines, alors je suis désolée pour celles qui étaient là, mais qui étaient représentées notamment ici ce matin, qui en fait payent des journalistes. Donc voilà, qui payent des journalistes, ça se fait encore beaucoup aujourd'hui. Et donc sous le format des per diem, en fait, donc qui nous invitent à des rencontres sur le terrain, avec des sommes parfois qui sont un peu délirantes. Donc voilà, et donc là on est vraiment purement dans un rapport, et vous l'avez souligné aussi, monsieur, de Communication sans frontières, de questionner en fait ces relations-là et ces rapports. Voilà, sachant aussi que bon, moi, mes confrères avec qui je travaille, mes confrères sénégalais, donc qui sont aussi mes amis, sont dans des situations aussi économiques, comme on l'a dit, le journalisme ne paye pas forcément partout, où à un moment donné ils font des choix aussi d'accepter ça, pour principalement ces raisons économiques, et puis pour certains, il y en a qui sont récupérés par ces ONG, par un certain nombre d'agences aussi internationales, pour faire leur com. Voilà, donc je voulais aussi vous questionner par rapport à ça, comment, voilà, vos expériences par rapport à ça, et ce que vous en pensez. Je vous remercie. Très bien, merci. Rabha, je voudrais peut-être répondre. Oui, je vais répondre. Oui, c'est vrai que ce que tu décris, c'est la réalité. C'est que effectivement, les confrères dans certains pays vivent dans des conditions tellement précaires qu'effectivement, les ONG ou les organismes qui sont présents en profitent quelque part, il faut le dire, pour leur presser la patte, effectivement. Plutôt que de les former et de mettre en place des programmes de formation pour les journalistes de façon à ce qu'ils puissent enfin poser la question du pourquoi, cher confrère d'Égypte, parce que c'est un vrai problème dans nos pays. Moi je dis dans nos pays, en Égypte, en Algérie, en Syrie, donc dans les pays qui ont eu finalement des régimes totalitaires. On se rend compte quand on décortique la presse sur 30 ans que cette question du pourquoi est toujours éludée. En fait, c'est pas et qu'ils ont été formés dans ce système. Les journalistes sont aussi les produits des systèmes, des sociétés dans lesquelles ils ont vécu. Et qu'effectivement, il y a quelques journaux qui essayent, Madame Assar, El Ahram Hebdo en français, parce que c'est en français, oui, et que ça ne touche pas tout le monde. Mais je pense que si vous aviez un plus large public, il y aurait plus le pourquoi d'aborder, ou de moins en moins. Où effectivement il y a une nécessité en termes de formation des confrères qui sont là-bas aussi et qui demandent qu'il y a un appel régulièrement à être formés. Et là je pense que dans le cadre d'un vrai partenariat entre des ONG qui prennent ce temps justement de réfléchir en termes d'information et non plus de communication, parce que communiquer, c'est quand même les mots qui servent à faire la guerre. Il faudrait effectivement qu'elle puisse petit à petit, par cette proximité avec les confrères de nos pays, commencer à mettre en place aussi des programmes de formation sérieux. Moi, je me rends compte que par le fait que j'ai fréquenté régulièrement et que je me suis appuyée sur des confrères là-bas dans le cadre de mes boulots, mais je les associe directement en fait. C'est pas que je leur graisse pas la patte du tout, c'est pas des fixeurs, j'ai pas ce genre de pratique, ils sont associés, c'est-à-dire que j'ai traîné, en gros, à chaque fois que je vais dans un pays où je sais que je vais passer du temps, j'en sélectionne quelques-uns que je forme directement, spontanément sur le terrain, pour leur montrer quelle est notre pratique à nous, comment on travaille, comment moi qui viens de l'étranger, je peux travailler là-bas. Et c'est vrai qu'ils sont surpris parce qu'ils me disent mais tu oses aller là où on ne va pas. Et je leur dis mais vous auriez encore plus de facilité d'aller plus loin que moi
effectivement, parce que c'est un combat, faut pas croire que c'est facile pour moi, hein. Il y a des moments où je me fais arrêter. Je vous donne juste une petite anecdote pour terminer. Le jour où il y a eu des viols sur la place Ferré, le fameux 9 mars 2011, où on avait arrêté beaucoup de personnes, il se trouve que la veille, j'avais été arrêtée, en fait, parce qu'on ne voulait pas que j'assiste à cette première répression de la place. Mais on m'avait collé sous la guérite du musée, en fait. Donc j'ai passé 24 heures au froid, là c'était une sanction, sous la guérite du musée, et du coup j'ai vu toutes les arrestations. C'est-à-dire j'étais aux premières loges pour assister aux arrestations. Bon, puis la deuxième fois où j'ai été inquiétée, là on m'a carrément fait agresser dans la rue, piquer mon matériel. Grâce à Dieu, l'essentiel du matériel a sauté du sac, donc toutes les sources étaient préservées. Et effectivement, j'ai été immobilisée en Égypte. J'avais plus la possibilité de sortir. Cette fois, j'étais quasiment assignée en Égypte pendant plus de 5 mois, puisqu'on ne me délivrait pas le petit coup de tampon pour pouvoir repasser la frontière dans le sens inverse. Donc, c'est des petites surprises qu'on a. Mais ça fait partie en même temps du métier et je pense d'une habitude à prendre avec les gens qui sont là-bas, qui ont besoin d'appui. De les sécuriser, parce que notre présence les sécurise. Là, c'est un petit point que j'ai oublié. C'est vrai que pour avoir parfois pris la casquette de défenseuse des droits humains, puisqu'il m'arrive, parallèlement au travail que je fais, de suivre des procès et d'aider certaines ONG internationales comme El Kalama for Human Rights, par exemple, qui travaillent sur la question des droits humains d'une façon plus spécifique sur le monde arabe, de suivre des cas de personnes en détention, de suivre les dossiers de bout en bout et d'aider à les faire sortir de prison. Je pense que par cette proximité qu'on a directement, donc avec des questions très difficiles dans les pays, effectivement, on peut arriver donc en faisant en sorte que les confrères ou les médias locaux soient directement associés. Mais là, je parle d'une vraie association. Et associer une personne, ça veut dire aussi faire en sorte qu'elle soit un maximum formée. Merci. Rabha, une autre question? Oui, Joseph. Alors, tout d'abord, les interventions de tout le monde m'ont beaucoup plu, parce qu'elles font sens chez moi. Bon, c'est pas de moi que je veux parler, mais c'est quand même quelque chose qui résonne très fortement. Et je vais l'éclairer par 2 exemples qui sont, pour moi, consternants. Ça se passe en France, c'est quelques années avant les révoltes arabes, donc quelques années avant 2011, et à partir de 2011. Donc il y a 2 temps différents. Premier temps, les années 2005-2006, peu importe. Deuxième temps, à partir de 2011. Les ONG françaises, de temps en temps, sur telle ou telle thématique, organisent des conférences de presse. Très bien, elles ont quelque chose à dire, un message, un plaidoyer, elles sont 6, 8, 10, peu importe. Quelque chose à chaque fois me dérange, à tel point que finalement je vais rencontrer, étant moi-même membre de ces ONG françaises-là qui participent, ou personnellement, ou pas personnellement, mais quelquefois personnellement à des conférences de presse en tant que personne qui s'exprime, je vais donc voir le club de la presse arabe, qui est maintenant un peu en déshérence, mais enfin qui existait. Il y avait quand même environ, à Paris, de façon permanente, 160 correspondants de la presse arabe à Paris. Toutes presse confondues, transnationales, machin, saoudien, tout ce que vous voulez, libanais. Bon, je vais voir le président de l'époque de la presse arabe. Je lui dis: combien de fois as-tu été sollicité par des ONG françaises? Il me dit: en 22 ans, 0 fois. En 22 ans, 0 fois. Michel Bounagem, du quotidien Al-Sharq, pour ne pas le nommer, et je le nomme volontiers, 0 fois en 22 ans. Donc on le sollicite. Et ensuite se produisent les printemps arabes, parce qu'on appelait les révoltes arabes, fin 2010, la Tunisie, je ne reviens pas sur l'histoire, toujours pareil, pas de sollicitation. Comme si la presse arabe n'existait pas, alors que les ONG françaises avaient pour objectif de communiquer leurs propres actions, qui au Yémen, qui en Tunisie, qui, etc., etc. Donc, avec des gens, peu importe, tout le monde se connaît, vous l'avez compris, à peu près dans cette pièce, les invités, machin, avec des gens qui étaient là ce matin, on s'est réunis pour mettre une pression à l'intérieur des ONG pour que, juste, on aille faire un simple geste évident qui s'appelle aller contacter les confrères, vos confrères de la presse arabe,
pour juste parler avec eux, quoi. Et ceci, on l'a fait dans d'autres pays, c'est-à-dire au Liban, en Égypte, au Qatar, machin, parce que ça va tellement pas de soi, quoi, en France, qu'on en est encore à ce stade, malheureusement, d'avoir 2 poids et 2 mesures pour dire des choses sans polémique, sans racisme, je sais pas quoi, sans... C'est un fait avéré, statistique. Nous n'invitons pas la presse arabe pour parler des projets que nous avons dans la presse arabe en France. C'est quand même drôle. Donc quelles sont vos réactions sur ce truc un peu épidermique, mais qui m'agace prodigieusement parce qu'il se perpétue? Merci Joseph. Daya, tu peux répondre à l'interrogation de Joseph? Il y a une question aussi de... D'accord, oui. Vous prenez dans la foulée? Oui. Oui, alors moi je crois profondément à l'intégrité du journaliste en général, donc ça c'est quand même un point. Ceci étant, j'ai beaucoup apprécié vos interventions pleines de bon sens, parce que je crois que d'abord il y a le bon sens qui est au-delà du professionnalisme, qui est existant, qui est nécessaire et primordial. Mais c'est surtout le témoignage de Dalia Shams qui m'a étonné. J'ai cru à un moment qu'elle parlait de la France de demain. Entre les médias qui appartiennent à des professionnels, les médias d'État, même si on a un CSA effectivement, on a nos camps aussi, on a Calais, on en a d'autres, on commence à avoir des messages très frontaliers, voire bientôt nationalisme. Enfin, si on se projette, je me suis dit, mais est-ce qu'elle parle de la France dans quelques années ou de l'Égypte? Et j'avoue que ça c'est une petite forme d'inquiétude. Ceci étant, par rapport au sujet, chez Communication sans frontières, on travaille quand même beaucoup sur l'idée de ces rapprochements. Alors, la disruption, elle est là, on ne la connaît pas, je veux dire, on la cherche, et j'ai un peu la sensation qu'on fait de la sérendipité, et par sérendipité, j'entends le fait qu'on cherche, on va trouver quelque chose, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et que finalement, pour chercher et pour trouver, il faut quand même être des cherchants dans l'âme. Donc je pense que le rapprochement avec les médias est de toute façon nécessaire et qu'il faut, je rebondis là-dessus surtout, qu'on travaille avec les journalistes, qu'il y ait des échanges réels qui se fassent. Voilà, j'ai pas vraiment de questions, mais ça a suscité des points de vue. Ouais, merci pour cette réflexion. Dalia, je te laisse répondre à Joseph. Comment intégrer davantage la presse arabe dans l'action, voilà, sur la question arabe, notamment pour le travail humanitaire? Et il faut surtout avoir la volonté de l'intégrer, parce que jusque-là, on était dans un schéma c'est plus ou moins un dialogue de sourds. C'est-à-dire, on arrive, mais c'est vrai, on arrive avec des préjugés dans un pays, avec plein de stéréotypes, et on refuse de sortir on refuse. Le nombre de journalistes français, par exemple, en dehors de ces histoires d'humanitaire, parce que c'est la même attitude, en fait, c'est l'attitude de quelqu'un qui se sent supérieur, qui comprend tout, plus ou moins, et qui n'a pas besoin de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Et on retrouve la même chose dans toutes les interventions depuis hier, soit quand le monsieur qui parlait du Burkina, par exemple, c'était exactement la même chose, c'est applicable à l'Égypte, etc. On arrive, par exemple, même avant la révolution de 2011, les journalistes français qui arrivaient, et souvent il y a de très bons journalistes, etc., mais ils arrivaient avec 3 sujets qu'ils devaient absolument faire. Il n'y avait que 3. Une histoire sur les frères musulmans, une histoire sur les femmes voilées, une 3e qui dépend de l'actualité. En fait, forcément, quelqu'un qui a posé une bombe quelque part, on va dans le quartier de terroristes et on essaye de voir, c'est la pauvreté qui a fait qu'on est devenu terroriste. Et souvent, c'était un peu les trois sujets. Et parfois, on les invitait, mais essayez de voir autre chose. Il n'y avait pas cette logique dont a parlé Madame, en fait, d'essayer d'associer un journaliste du pays, même si le côté professionnel n'est pas souvent, c'est pas peut-être, il peut apprendre, parce qu'il peut apprendre beaucoup de choses en travaillant avec d'autres gens. Et c'est pareil, ça ne m'étonne pas que c'est question de volonté, c'est question, est-ce qu'on cherche vraiment à comprendre, à savoir, à avoir autre chose ou pas? Et puis, le fait que ça soit c'est proche de la France, c'est un peu les hommes d'affaires qui s'approprient les journaux, qui défendent leurs trucs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire quand on a essayé dans le contexte égyptien de travailler un peu depuis 2011, parce qu'on avait l'impression de pouvoir réformer le paysage médiatique, etc. Il y a eu pas mal de colloques là-dessus. Et quand on se penchait sur plusieurs cas de la France ou ailleurs, et puis,
c'était quoi, par exemple, pour la propriété d'un journal, on prenait l'exemple du Monde, on prenait l'exemple du Figaro, de je sais quoi, et puis tout est devenu la même chose, plus ou moins, donc malheureusement. Je vais donner une autre précision. Mon expérience perso, il se trouve que je suis fille d'immigrés algériens. Et que je suis devenue grand reporter parce que j'ai eu la chance de tomber sur Jean-François Bizot et Actuel, qui m'ont fait confiance. Et donc j'ai travaillé plus de 15 ans pour le magazine Actuel. C'était impossible pour moi de travailler dans une autre rédaction. On ne m'aurait jamais envoyé dans le monde arabe parce que je suis arabe. Au lieu de faire de ma culture une valeur, on le considérait comme un handicap, comme pouvant avoir une trop grande proximité et donc avoir une non-objectivité avec le monde arabe. Et donc ça a donné des cas de figure où des confrères, que je ne citerai pas, qui ont travaillé dans les médias, le Nouvel Obs, l'Express, etc., étaient toujours accompagnés par un confrère blanc. Moi, j'avais la liberté, j'avais un budget et j'ai pu exercer mon métier en toute liberté et absolument comme j'entendais. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, je suis restée journaliste indépendant, justement, pour avoir cette liberté, pour avoir ce regard particulier à défendre. Et quant à la réflexion que vous faisiez par rapport à l'Égypte, puisque j'ai eu amené à observer le terrain médiatique égyptien de très près, si on ne se bat pas en France, c'est ce qu'on va avoir. C'est l'ultralibéralisme mis en place à l'époque de Moubarak, mais l'ultralibéralisme le plus crade, mais vraiment le plus crasse, où effectivement vous avez des hommes d'affaires qui gèrent des médias comme une entreprise, ce qui compte, ce sont les bénéfices qui tombent à la fin du mois, et où chacun, dans une vision mégalomane, croit qu'il a entre les mains le destin de tout un pays. C'est exactement ça. Mais c'est ce qui nous guette ici. Si on ne se bat pas, si on ne fait pas en sorte que nos organismes de régulation, comme le CSA, etc., fassent leur travail, et si les journalistes ne se battent pas pour défendre le métier, puisqu'on sait, on sent de plus en plus, effectivement, que le métier est de plus en plus envahi par des communicants et non plus par des journalistes. J'ai eu moi-même à former des journalistes pendant 3 ans dans une école de journalisme ici, effectivement, une école privée en France, et quand j'ai vu le programme qu'on me demandait d'appliquer, écoutez, j'étais tout le temps en porte-à-faux. Donc j'ai tenu 3 ans, mais je sais que j'aurais pas pu tenir beaucoup plus longtemps, puisque ce qu'on me demandait finalement d'enseigner, c'était de la communication, et non plus du journalisme. Voilà. Merci, Rabha. Une autre question? Oui. On avait le monsieur avant là. Ouais. Ah d'accord. Oui. Disons, moi, je complète la question de Joseph. Bon, ça a expliqué une part de ce que je voulais savoir. Alors, je pose une question complémentaire. Quel est l'intérêt des ONG de communiquer, de contacter les journaux ou les chaînes de télé, etc., dans les pays où ils interviennent? Pour quel intérêt, pour quel but on doit aller vers les médias? Est-ce que c'est juste par respect ou parce que vous avez intérêt? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, il y a un gros problème dans les pays arabes. Enfin, moi, je parle un peu du Liban. On a l'habitude depuis longtemps qu'il y a une certaine liberté de presse au Liban. Mais le gros problème, c'est que d'accord, on laisse les gens parler, dans les journaux télévisés, dans les journaux, dans les radios, etc. Mais les Libanais posent toujours la question, d'accord, cette chaîne ou cette radio ou ce journal, il est là, ok, il parle, ok, mais qui c'est qui lui paye? Quelle ambassade? Quelle monarchie de Golfe? Il est acheté par qui? On n'a plus confiance, la population, on n'a plus confiance, en tout cas, dans l'objectivité des médias. Ça, c'est un gros problème. Mais cette question, comme il a dit monsieur tout à l'heure, elle est posée en France aussi. Les grands pôles médiatiques en France, on pose la question toujours, qui c'est qui est derrière? Voilà. Donc, ça aboutit à la grande
comment dirais-je, conclusion que vous êtes le quatrième pouvoir, en quelque sorte. Donc votre rôle dans la société, disons, les journalistes, hein, il est très important pour qu'on le laisse agir comme ça. Voilà, donc il faudrait voir cette histoire des confiances. Alors les ONG dans cette ambiance-là, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer? Très bien, merci. Bruno, peut-être répondre à la première partie de la question. Quel intérêt les ONG ont-elles de contacter les médias pour faire parler d'elles et de leur travail sur le terrain? Bah, elles n'ont pas le choix. Hein. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous ne communiquez pas, on communique tous. Hein. C'est une nécessité absolue pour partager avec l'autre. Et dans les ONG, on est dans une logique, c'est pour ça que je séparais bien les intentions. On est plus aujourd'hui dans des logiques de communication que des logiques d'information. Alors pourquoi elles ont besoin des médias? Tout simplement parce que les médias sont vus comme des supports. Alors, support, ça veut dire, c'est au sens premier du terme, hein, c'est un support pour poser de la publicité dedans ou de l'information qui va me servir, comme les réseaux sociaux, hein, c'est du marketing de soi-même. Donc l'idée, c'est qu'elle va considérer les journalistes comme un outil supplémentaire dans des dispositifs de communication. D'ailleurs, on n'utilise plus le terme information. Très peu, on parle toujours de communication. Pourquoi? Parce que le journalisme a été inclus dans la communication. Et pourquoi les groupes de presse aujourd'hui appartiennent à des entreprises qui sont par ailleurs des grandes entreprises industrielles qui ont forcément quelque chose à vendre? C'est que c'est plus facile à gérer que quand ça ne vous appartient pas, quand le journaliste est indépendant et qu'il y a une négociation qui s'installe. Les groupes de presse étaient puissants quand ils étaient indépendants. Aujourd'hui, ils ne sont plus puissants du tout puisqu'ils ont été rachetés tous. Il n'y a aucun groupe de presse en France et dans le monde qui est véritablement indépendant. Et à partir du moment où il est indépendant et qu'il va commencer à l'ouvrir, je pense par exemple à des Mediapart, bah forcément ils sont vus comme le diable parce que leur volonté est d'aller à l'encontre de l'intérêt des gens sur lesquels ils écrivent. Donc les ONG, elles ne sont pas dans un processus d'information, elles sont dans un processus de communication. Donc de fait, elles sont médias dépendantes. Elles ont besoin des médias pour pouvoir porter leur voix, lever des fonds, être en relation avec leurs donateurs, être en relation avec les décideurs, avec les politiques, et y compris dans le plaidoyer. Quand vous faites du plaidoyer, alors vous les voyez tous s'exciter aujourd'hui sur la COP21, et vous avez plein de gens qui aujourd'hui se mettent à faire de la COP21 à se repeindre en vert, alors qu'il y a 6 mois, le climat, c'était pas un sujet pour eux. Hein. Donc il faut... Là où peut-être j'aurai une différence avec mes collègues, c'est que je pense qu'il faut impérativement, et j'invite tout le monde à comprendre ces mécanismes, à les faire siens pour pouvoir décrypter ce qui se passe. Quand on ne décrypte pas et qu'on ne comprend pas, ben forcément on est en rejet parce qu'on est incapable de lire en fait, les exercices auxquels se prêtent les ONG. Et donc, la question qu'on se pose, nous, par exemple, la communication sans frontières, c'est pas de jeter la pierre aux ONG en leur disant « vous êtes dans un processus de communication, c'est scandaleux ». La question qu'on se pose, c'est « pourquoi vous allez là? Est-ce que vous avez d'autres choix que cela? Pourquoi aller là et pas ailleurs? Quels sont les systèmes et les mécanismes qui vous invitent à le faire? Et quelles sont les solutions qu'on pourrait trouver pour faire autre chose ?» Mais si c'est juste pour dire, bah oui, vous faites de la pub, bah oui, machin, nanana, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est de comprendre les mécanismes. On est dans un environnement commercial. Tous les jours. C'est 7500 à 10 000, plus de 10 000 messages par jour et par individu dans des pays comme les États-Unis. Du matin où vous vous levez jusqu'au soir où vous vous couchez. Et les ONG, elles sont dans cet environnement-là. Elles ne sont pas ailleurs que dans la vraie vie. Donc quand elles communiquent, elles sont à côté du ketchup, de la mayonnaise, des marques automobiles, des ordinateurs sur votre mobile. Donc comment font-elles pour apparaître? Tous les jours, elles se posent la question et c'est ce qui les amène forcément à essayer de trouver des partenariats avec les médias pour défendre leurs propres intérêts. Merci Bruno. David, tu voulais aussi... Oui, je voulais juste rebondir sur cette question parce que c'est une question importante. Et pour nous en Haïti, vis-à-vis maintenant la critique qu'on porte sur les ONG, les interventions, tout ça, et je pense que c'est important pour les ONG d'aller voir ces journalistes, les médias, pour nous en Haïti, et c'est juste pour avoir notre regard. C'est-à-dire que si vous ne venez pas, c'est sûr, on va casser votre dynamique. Donc pour les ONG haïtiennes et pour les ONG qui travaillent en Haïti, c'est extrêmement important, avoir notre regard et avoir le courage de dire les choses.
Par exemple, moi, étant donné que je dirige une organisation, des fois je monte à la radio pour une émission, je critique les actions de mon organisation. Et puis j'attaque des confrères pour dire, allez, il faut critiquer en même temps. C'est une façon de dire, et vous trouvez des confrères, vous dites, ah, pour vous, votre succès, c'est autre chose. Ah, il va faire la démarcation. C'est parce que j'ai le courage d'aller d'affronter des confrères sur des sujets pertinents par rapport à une action. Et pourquoi en Haïti, il faut qu'on communique, on rencontre les journalistes, on discute, c'est parce que ça permet d'avoir un autre regard. Et ensuite, parce qu'on considère, les journalistes haïtiens considèrent les organisations internationales comme étant des organisations qui sont riches, et puis qui ne parlent pas, qui maîtrisent un territoire, donc qui sont responsables des territoires, donc ils sont hostiles, les journalistes haïtiens sont hostiles avec les responsables des organisations internationales. Donc le fait d'aller voir, c'est pour changer le rapport, la façon de voir les choses et de discuter sur des choses, de faire comprendre vos actions et en même temps de critiquer vos actions même avec des journalistes. C'est extrêmement important et intéressant de ne pas mettre en exergue uniquement les choses qui marchent, d'avoir dit que ici on a tenté à faire telle action et c'est mal passé, voilà pourquoi c'est mal passé, et la prochaine fois, comment on va s'organiser, on a bien appris la leçon et comment on va se corriger pour essayer de construire une autre approche la prochaine fois. Et c'était extrêmement important, je parle d'Haïti, surtout en ce moment. Merci David. Dalia, tu voulais un peu répondre à la deuxième question? Oui, d'abord... la confiance. Oui, d'abord, ce que dit Bruno sur justement, c'est la capacité de journaliste à pouvoir décrypter ce qu'il y a derrière et de pouvoir tourner ça en son avantage. Justement, au lieu qu'on cherche uniquement à lui communiquer un message dans un seul sens, essayer lui de savoir, de mettre ça à son profit pour comprendre plus la situation. Mais ça, comme j'ai dit au départ, c'est pour ça que j'ai souligné, il faut un journaliste d'un certain niveau et qui parvient quand même, qui a les qualités qui lui permettent de faire ça. Et c'est justement, j'enchaîne pour parler de confiance, justement. C'est qu'on est dans une ambiance où il y a une crise de confiance, il y a la peur. Et justement, personne ne fait confiance à qui que ce soit. C'est ça le climat de tension actuel. C'est que justement, on peut mettre ça, c'est une vraie crise de confiance, ou parfois la théorie du complot, ou un mélange des deux, mais c'est justement ça, c'est que la société civile, il faut le souligner aussi, quand on parle de société civile, ça travaille aussi dans des conditions, moi je parle de l'Égypte, un peu assez dures, parce que l'État, déjà, le fait d'appartenir à la société civile, ça veut dire qui obtient un financement de l'étranger. Ça veut dire, par la force des choses, ne pas être en fait, être tout le temps sujet de soupçon. Donc, c'est qui vous paye et pourquoi et pour quelles raisons. Même ceux qui sont très corrects, même ceux qui essayent de faire un travail sérieux, même, c'est toujours soupçonné. Les journaux, c'est la même chose. C'est qu'ils payent, comme disait madame, les hommes d'affaires qui cherchent à maîtriser les médias, parce qu'ils ne cherchent pas à gagner de toute façon. Les télés égyptiennes qui appartiennent au privé en ce moment ne sont pas créées déjà dans une logique de gain. Ils savent qu'ils ne gagnent pas, mais c'est un outil de pouvoir. Et ça lui permet d'être présent, d'être dans les sphères de pouvoir et de pouvoir réagir et de pouvoir d'être... voilà. Donc finalement, c'est ça. Et dans tout ça, le public aussi n'a pas confiance. Et du coup, il a arrêté. Parfois, il boude les médias. Parfois, il arrête de regarder une certaine chaîne. Et il fait de la résistance pour se débarrasser de certains animateurs en particulier, comme il s'est passé juste il y a quelques jours avant d'arriver. Donc, c'est que personne ne fait confiance à qui que ce soit. Finalement, c'est la peur, la crise de confiance. Je sais pas si merci Dalia. Oui, monsieur. Merci. En fait, si vous aviez pris plusieurs questions, ça aurait évité de multiplier les interventions. Enfin bon. Je voulais rebondir aussi sur la question de Joseph, avec, je veux dire, un regard totalement extérieur. Je ne suis pas ONG, etc. Je suis économiste et donc je regarde la presse. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même effectivement un gap énorme, que d'ailleurs vous avez pisté, entre des pratiques de journalistes de terrain et ce que le Pékin de base comme moi voit dans le journal. Et ça,
le plus souvent d'ailleurs étant un renvoyage des dépêches AFP et Reuters en plus. Ce qui fait que l'information que nous pouvons avoir est extrêmement filtrée, c'est-à-dire le rapport entre votre travail de terrain, la rédaction, la ligne éditoriale liée aux intérêts économiques, etc., fait que ces différents filtres font que des fois on ne voit pas tout votre travail. C'est peut-être dommage, mais c'est quand même un peu ça. Deuxièmement, on est quand même dans une structuration où l'information, entre guillemets, est devenue une information événementielle, saucissonnage. C'était évoqué, hein, entre le ketchup, machin, on a en France Guignol des infos avec les PDA, sans transition, l'hôpital qu'on fait sauter jusqu'au résultat de foot et le mariage de mille choses. Bon, pas de suivi non plus des événements. Pas de durée. Pas de profondeur historique. L'événementiel pur et l'événement en tant que tel, comment l'interpréter si on ne le remet pas dans une perspective historique? C'est-à-dire qu'on peut faire de la communication très bien dans ce sens-là. On fait un coup de pub, effectivement, et c'est très problématique. Bon, je reprends sur Joseph, les médias arabes. Bon, lui, enseignant chercheur. Et au moment des printemps arabes, j'avais une équipe d'étudiants, je voulais travailler sur la Tunisie, etc. Et essayer de comprendre quels sont justement, quelle est la profondeur historique du problème. C'est pas tout d'un coup parce qu'il y a un mec qui s'était fondé que ça déclenche. Les luttes sociales, les revendications, etc. Bon, on a des bases de données, Factiva, qui permet aussi d'accéder aux médias arabes, aux journaux, etc., pour essayer d'avoir de l'information. Il faut aller rechercher sur plusieurs années pour essayer de faire des chronologies. Blackout complet. Rien dans la presse arabe sur les mouvements sociaux en Tunisie, en Égypte. Blocage total. Alors certes, intervention étatique, il y a aussi pression financière. Nous, les luttes sociales en France, qui en parle? Non, on est dans le même tas. Je ne jette pas la pierre aux médias arabes. On est dans les mêmes modèles. Et ça, c'est quand même très problématique. Pour comprendre justement les processus, les phénomènes, et effectivement avoir des bases d'analyse. Je vous remercie. Vous n'avez pas de questions précises? Donc, le gap entre vos pratiques et les lignes éditoriales qui vous sont imposées. Oui, pour parler du gap, effectivement, les journalistes comme nous sommes les premiers à en souffrir, puisqu'on a de moins en moins d'espace où pouvoir raconter le travail de fond qu'on fait. Et on s'est rendu compte, effectivement, depuis les années 90, c'est tout un processus. En fait, depuis le début de la concentration et du rachat des principaux groupes de presse par des grosses entreprises, des marchands d'armes, etc., qu'effectivement, on allait de plus en plus dans l'info de l'instantané, et puis dans le pourquoi et le comment, justement, qui fait d'amener une profondeur historique, de parler des mouvements hantés, etc. Et c'est pas un hasard, effectivement, si je me suis retrouvée journaliste indépendante, puisque nous, actuels, on avait cette pratique de faire un travail de fond, on avait le temps pour écrire, on avait 20 feuillets, et on pouvait effectivement faire le tour de la question avec tout l'espace dont on avait besoin, sauf que, effectivement, un journal ne vit pas sans publicité, et qu'un beau jour, nous a coupé les budgets publicitaires pour nous couler, et on a décidé de se faire harakiri, pour ne pas être acheté par des groupes financiers, justement. Mais ça n'empêche qu'à partir de cette expérience-là, la pratique, elle s'est quand même diffusée, puisqu'on trouve encore quelques supports très rares. Je pense aux Inrock, même si l'espace s'est réduit, ou quand je travaille pour les Inrock, j'ai quand même l'espace qu'il me faut pour expliquer pourquoi, par exemple, un dernier reportage, c'était sur la bataille autour du gaz de schiste en Algérie, pourquoi ça s'était déclenché là-bas, pourquoi il y a eu les affrontements de Rabdaya, etc. Donc, effectivement, il faut avoir quand même une habitude d'écriture qui fait qu'en très peu de lignes, on peut tout de suite resituer les choses et donner l'élément d'explication qui fait que le lecteur va comprendre de quoi on parle. Et puis, il y a aussi la création d'une multitude de sites internet, quand même, il faut le saluer,
il y a quand même des outils médiatiques qui sont en train de se mettre en place, qui se cherchent. Hein. C'est pas facile hein, de trouver un nouveau modèle économique dans la situation où on est, médiatique où on est. Mais je pense qu'effectivement, de ce côté-là, on va avoir de très très belles surprises, puisque je me rends compte qu'il y a des supports comme, comment est-ce que ça s'appelle, X21 par exemple, qui redonne plus de place sur l'écrit, où les gens sur Internet peuvent lire des choses très fouillées et que ça se multiplie de plus en plus. Il y a quand même des retours. Il n'y a pas de mal sans bien comme il n'y a pas de nuit sans jour. Voilà, c'est ça que je veux dire. Merci. Alors, pour faire de la communication sur de l'information, à Grenoble, il y a le Postillon comme journal. Ah, super. Voilà, merci. Donc, je voudrais vous remercier de nous avoir éclairés. Mais en vous écoutant, je me suis déjà porté chez moi pour revenir encore dans la Réunion. Et c'est pour dire que nous n'avons pas les mêmes problèmes, sinon que nous avons quand même des avancées en Afrique, il faut le reconnaître maintenant. Parce que s'il y a aujourd'hui la démocratie, c'est pas qu'il y a eu des radios privées, des radios communautaires qui ont contribué à l'information. Et si les gens n'étaient pas informés, ils ne seraient pas sensibilisés. Aujourd'hui, c'est la transparence chez nous. Parce que les ONG, non seulement ont des objectifs très divers, de l'humanitaire à l'environnement, passant par, mais pour couvrir ces objectifs et les protéger, ils ont fait un rayon d'information et de communication au niveau des radios communautaires, où des gens sont formés à animer des grilles, faisant participer même les populations à comprendre pourquoi on agit et sur quoi on agit. Parce que ceux pour qui nous parlons aujourd'hui n'ignorent pas la trajectoire de l'investissement des ONG, la demande de financement et ce que l'on attend pour atteindre certains objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les filières dans lesquelles nous sommes très actifs, si vous allez à la pêche chez nous, il y a des journalistes, communicateurs, réseautés, pour ne parler que des politiques de pêche, et pour parler aussi de l'opinion qui apprécie ces politiques, et pour parler maintenant des accords, et pour parler de la coopération, pour que l'État puisse mettre une attention particulière sur la mise en œuvre de telle politique pour tel bénéficiaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, chez nous en Afrique, je vois des radios communautaires, réseaux au Mali, réseaux au Sénégal. Et si vous les prenez par filière, comme j'ai dit, vous trouvez déjà des réseaux déjà implantés. C'est pour cela, la communication aujourd'hui est primordiale. Ça évolue et c'est aujourd'hui un capital à ne pas négliger pour une stabilité dans un pays. Parce que si les gens ne comprennent pas, ça devient plus dangereux. Mais si les gens savent pourquoi et sur quoi ils agissent, ils peuvent être de bons collaborateurs. Donc, au vu de ce que j'ai constaté au Sénégal, je m'en félicite. Et je demanderai à ce que ça soit pris en compte comme une expérience à visiter. J'ai entendu qu'il y a une dame qui était au Sénégal récemment, mais je crois qu'elle peut manifester ici, ou témoigner, de la démocratie participative des populations aujourd'hui les plus élevées dans leur langue pour exprimer de tout ce qu'ils veulent dire dans ce qui les concerne et dire ce qu'ils attendent dans ce qu'ils veulent qu'il soit exécuté, des privés comme au public. Et si l'État aujourd'hui est à l'écoute attentive de ces populations, c'est parce que les choses ont changé, parce que les bénéficiaires sont devenus des acteurs eux-mêmes à la fois. Et nous n'attendons pas aussi maintenant un système d'une ONG qui vient, qui nous parle et qu'on bouffe tout ce qu'il amène, sans savoir sur quoi nous sommes assis, sur quoi nous sommes capables, avec quoi nous devons réagir. Non. Parce qu'il faudrait maintenant que ce jeu-là d'équité, d'égalité, puisse maintenant être une priorité. Sinon, tous les projets qui arrivent, dès que ça finit, tout est mort. On n'a pas de suivi. Personne n'en bénéficie. On s'arrête pour se rappeler. Ah ouais, il y a 2 ans, on avait tel monsieur qui était avec tel projet. C'est terminé. C'est terminé. Et aujourd'hui, il faut capitaliser. Et cela nous permet de venir avec vous en valorisant nos savoirs. Et comme nous parlons d'humanitaire, nous en avons besoin à divers endroits. Nous voudrions aussi vous inviter à venir de visite, constater ce qui a été fait avec nos réseaux qui existent avec ENDA, qui a un réseau déployé sur tous les axes d'activité qui concernent la population, de la pêche à l'agriculture, à la santé, aux politiques,
de son genre, en tout ce qui concerne la jeunesse, le travail des enfants, même la syndicalisation des emplois et des ménages. Tout ce qui fait du droit humain une priorité, les gens évoluent avec les ONG. Et aujourd'hui, le partenaire ONG, c'est la population. Et la population se sert de l'ONG pour avoir un trait d'union avec l'État pour comprendre les politiques qui se définissent et qui se décident. Sinon, c'est tout de suite le M23 que vous parliez. Parce que tout le monde est M23, nous tous, nous sommes... Vous nous dites des choses qui ne vont pas, nous allons à l'Assemblée. Vous mettez des choses qui ne vont pas, nous allons à l'Assemblée. Et quand on indexe des ONG qui ont beaucoup plus de profit et beaucoup plus d'avantages avec nous, on se révèle pour aller, alors ces cacophonies qu'on tourne autour là, ces diffamations, on les enlève. Parce que nous manifestons le résultat de leur utilité avec laquelle nous nous servons pour dire que nous sommes satisfaits et ils ont pu atteindre quand même les objectifs avec leur collaboration. Donc c'est une invite que de l'autre côté, il y a juste pas des choses. Au sud, il y a des expériences qui peuvent être exportées. Je vous prie de venir les prendre parce que nous sommes déjà beaucoup plus en avance quand je pense bien que nous sommes en avance. Merci. Ben justement, je voulais donner un petit avis aussi peut-être différent. Donc je me représente, je suis Antoine Laverne, je suis étudiant en pharmacie et j'ai aussi fait un Master 2 en communication humanitaire et solidarité. Et du coup, il y a un aspect... Alors, les problèmes que vous avez au sud, en fait, ça résonne énormément, on dirait un miroir du nord, finalement. Donc ça, j'ai trouvé ça est très intéressant, dans un sens. Mais il y a aussi autre chose donc, qui est développée aussi au nord, c'est les médias citoyens. Donc notamment, il y a le site Médias Citoyens, si vous voulez trouver un média qui correspond à votre région. Ça peut être un organe de presse, un organe radiophonique, ainsi de suite. Personnellement, j'ai pas allumé la télé depuis 8 ans. Donc ça m'aide aussi à voir plus clair, je pense. Et c'est ça aussi, je pense je parle comme un jeune. On en a marre, en fait, et il y a une question que je me pose, c'est est-ce que les journalistes les journalistes et les médias se sont pas fait du tort à eux-mêmes, à un moment. Et quand vous parlez de confiance en médias, je veux dire, moi, pour ma culture, quand je vois un journaliste, je le mets pas dans la catégorie des politiques, mais presque, et je me dis, j'ai pas confiance, ça c'est sûr et certain, j'ai pas confiance en un journaliste qui justement va être reconnu, je préfère encore aller voir un jeune, écouter une émission d'étudiants qui font du journalisme ou qui s'entraînent à le faire, en me disant qu'ils sont encore un peu purs, un peu bruts, et qui vont pas être influencés par un lobby ou un autre. Donc ma question c'est, est-ce que les médias, à un moment, il faudrait pas aussi qu'ils se remettent eux-mêmes en question? Et mon autre question, c'est par rapport aux ONG. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils assument le fait qu'ils sont obligés d'avoir des communicants et qu'ils arrêtent de complexer avec ça? J'ai l'impression qu'en France, il y a quand même on doit faire de la communication, mais on ne doit pas en parler. Là, on le voit au niveau de l'investissement dans la communication. Enfin, c'est assez particulier quand on parle à des petites et des grosses ONG. C'est moyennement assumé. Donc, à ce moment-là, on l'assume directement. On est obligé de communiquer et on pourra faire la part avec communication et information, comme vous avez parlé. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une éducation à la communication auquel on doit arriver et une éducation à l'information? Voilà, donc c'est des... Très bien, merci. Bruno, répondre très vite peut-être à la deuxième partie de la question qui concerne la remise en question, mais plutôt être obligé d'assumer. Comment? Alors, assumer, oui, ça c'est sûr, mais ça vient de la pédagogie. C'est-à-dire peut-être là où les ONG ont un tort, c'est de ne pas faire suffisamment de pédagogie auprès du grand public, des donateurs, des médias eux-mêmes, de ce qu'elles sont obligées de faire pour pouvoir exercer. Il y a très peu de gens finalement qui savent comment les ONG font leur marketing, leur collecte de fonds, les sommes qui sont investies pour pouvoir le faire. Et tout ça, il faut juste le mettre sur la place publique, mais pas pour le critiquer dans l'absolu, mais c'est pour que les gens sachent. Voilà, quand vous achetez une brique de lait, il faut savoir que vous payez votre packaging, vous payez la publicité qui a été faite à la télévision sur la brique de lait, etc. Tout ça, c'est compris dans le prix de la brique de lait. Quand vous faites un don de 10 € à une association, il y a une part qui est prélevée, qui est importante, dans la recherche de fonds. Voilà, vous pouvez faire des legs, céder une partie de votre patrimoine, etc. Il y a des frais incompressibles, évidemment, là-dessus. Et je pense qu'il faut faire œuvre de pédagogie. Deuxième point qui me paraît essentiel, c'est quand vous interrogez quand même, parce qu'on peut s'auto-flageller longtemps, mais
il y a quand même des réalités qui sont des réalités professionnelles. Quand vous interrogez les Français, on a une petite formule entre professionnels qui dit que vous demandez aux Français quelle télé ils ont envie d'avoir, tout le monde vous raconte Arte. Et puis quelle télé vous regardez, TF1. La réalité, elle est là. Donc on peut se dire aussi qu'il y a quand même une réalité de la communication qu'il faut prendre en jeu. Puis, le troisième point, pour répondre à la question, c'est qu'il ne faut pas demander aux ONG de faire l'impossible. Ce n'est pas aux ONG non plus de régler les problèmes de l'intérêt général collectif. La sécurité routière en France fait aujourd'hui des campagnes d'intérêt général pour que des gens mettent encore leur ceinture, ne roulent pas au-dessus des limitations de vitesse, on porte des casques quand on est sur un scooter, etc. C'est de l'intérêt général. C'est les États, c'est les ministères, se laver les mains, avoir une bonne hygiène, boire de l'eau potable. Tout ça, ça n'appartient pas exclusivement aux ONG. Donc quel poids vous allez mettre et quel poids la société civile va mettre sur les institutions qui ont un rôle de communication pour qu'elles le fassent. Ça, on n'en parle pas, on demande toujours aux ONG de tout faire. Et dans cette logique-là, on oublie que les entreprises jouent un rôle déterminant dans l'intérêt général. Quand vous avez des grandes entreprises comme Procter & Gamble, Unilever, L'Oréal et autres qui ont communiqué pendant 40 ans sur des savons, sur des shampoings, sur les dentifrices, vous avez des populations qui se disent c'est quand même important de se laver les mains, il faut quand même prendre des savons, donc il y a bien quelqu'un qui fabrique des savons, quand on se lave les dents, il faut bien des brosses à dents, donc il y a des gens qui fabriquent des brosses à dents, des pâtes dentifrice, l'hygiène, ça passe aussi par là. Donc la publicité donne cette possibilité-là aux gens d'être confrontés à une réalité, par exemple, liée à l'hygiène. On ne peut pas demander aux ONG d'être L'Oréal, Procter et machin, et de faire de la publicité à outrance pour boire de l'eau potable, et être dans des comportements d'hygiène qui soient ceux que la communication des entreprises nous permettent de faire. Et ça veut dire quoi, et je conclue là-dessus, c'est que si on veut que les ONG fassent ce travail-là, il faut leur en donner les moyens. C'est-à-dire il faut leur donner un accès aux médias, et il faut leur donner la possibilité de mener des campagnes de communication extrêmement importantes, comme ça n'a pas été le cas lors d'Ebola. Et là, on a un cas très concret sur ce qui s'est passé localement dans le cadre d'Ebola. Merci Bruno. Rabha, la réponse à la question de la remise en question des journalistes par rapport au traitement de l'information. Je trouve bien sévère parce que la majorité des confrères ne travaillent pas pour les médias mainstream. Ce que vous dites, c'est valable pour les médias grand public uniquement, c'est ce que vous voyez. Mais en termes d'information, et là il faut aller sur Internet, il faut en outre savoir lire et choisir, sélectionner les informations qu'on lit, mais j'ai énormément de confrères maintenant qui ne travaillent que par Internet. Et on a énormément d'infos, de travail de fond qui continuent à être faits, d'autres qui ont choisi un autre support qui est le film documentaire, j'en fais aussi, pour aller au fond des sujets qu'on traite et pouvoir à terme avoir des diffusions, y compris sur des médias grand public sur certains sujets. C'est vrai que le drame actuellement, c'est qu'on a de plus en plus une info business, une info du spectacle, mais que parallèlement à ça, les gens, et je me rends compte, les lambda, il se trouve que je suis quelqu'un qui adore provoquer les gens, y compris dans les bus, tout simplement, à Marseille, c'est très animé, c'est des super débats, et des gens qui vont chercher maintenant l'information, qui se décrochent. Les gens ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'ils ont un ronron permanent qui est toujours le même d'une journée sur l'autre, donc ils nous demandent où aller chercher l'information, sur quel site, etc. Donc il y a une grande demande qui se développe de ce point de vue-là. Maintenant, la grande réflexion qu'on a, nous, dans la profession, c'est d'arriver à trouver le modèle économique viable. C'est tout. Le vrai truc, il est là, en fait. Sans plus. Une fois qu'on l'aura trouvé, je vais vous donner l'exemple d'un confrère qui a créé quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle Tlaxcala. C'est le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique.
Pour le moment, il travaille qu'avec des bénévoles à travers le monde qui, avec l'autorisation des auteurs des papiers, traduisent dans toutes les langues les articles qu'on a écrits, et c'est comme ça que je suis traduite en persan et en chinois, quoi. Et c'est un outil mais extraordinaire, une mine d'informations avec des regards croisés entre l'Europe, l'Amérique latine, l'info, un papier qui nous vient d'Afrique ou qui vient de l'autre bout du monde. Effectivement, on a tout de suite un autre regard sur la réalité. Avec ce télescopage-là. Et de plus en plus, je pense qu'on va vers ça. Le seul problème, c'est effectivement d'arriver à trouver une viabilité, un modèle viable économiquement pour ça. Mais ça, c'est le gros problème que se pose, y compris les journaux de la PQR. Je vois par exemple le Courrier de Brest, c'est un très beau canard, hein. Vraiment, moi j'ai croisé les confrères de la PQR dans le monde arabe qui faisaient un super boulot, qui avaient justement eux encore l'espace pour s'exprimer. C'est le Courrier de Brest et ça vaut 1000 journaux de la place de Paris. Voilà. Merci. Rabha, une dernière question? Oui, très rapide et dernière. Très rapidement, par rapport aux ONG, à la communication vers laquelle elles tendent. Pour avoir partagé un certain nombre de points de vue tout à l'heure avec différentes personnes qui participent à ces états généraux, l'intervention de la personne de MSF ce matin, moi, m'a un peu gênée en fait, parce que j'ai eu l'impression qu'elle n'interrogeait pas la problématique qui avait été annoncée, mais qu'elle était plutôt là pour poursuivre sa communication en fait, et la communication de l'institution qu'elle représente. Enfin, j'y vais un peu fort, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, ce que j'ai partagé avec d'autres. Et du coup, je pense qu'il faut questionner aussi, c'est peut-être aussi le recrutement des communicants dans ces ONG, parce que du coup, Abba, tout à l'heure, parlait de son expérience dans une école de formation de journalistes, je crois, et qui effectivement, je pense, tente de plus en plus à former des communicants et non pas des journalistes. Et en France, je pense qu'on est beaucoup moins valorisé l'expérience de terrain, beaucoup moins dans l'école de terrain que d'autres confrères qui peuvent être dans d'autres pays, que justement toutes ces techniques hyper formatées, et on le ressent beaucoup. Voilà. Et donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez et voilà, sur ces aspects-là. Une réponse rapide. En termes de com. Il y a une question là. Une dernière. Non. Très court. C'est la dernière, hein, pour des questions de timing. Il y a encore une question? Une dernière peut-être question. Je pense qu'on n'a pas le temps. Très court. C'était juste à la personne qui parlait de l'Égypte et qui disait que personne ne croyait personne. Je voulais lui poser la question des réseaux sociaux, parce que je trouve que ce qui se transbahute sur les réseaux sociaux est quand même bien pire que ce qui est véhiculé par les médias. Merci, Madame. Bruno, une réponse rapide. Et puis Dalia pour les réseaux sociaux. Oui, après, si vous voulez, vous soyez journaliste, communicant, enfin je ne sais plus d'ailleurs trop ce que le terme recouvre, hein, quand on dit communicant, il y a tellement de métiers derrière ça, qu'il ne faut pas oublier que derrière il y a aussi des techniciens et des professionnels. Donc le plaidoyer est une technique, le lobbying est une technique, le marketing est une technique. On utilise des techniques journalistiques aussi, selon les médias, ne serait-ce que le style rédactionnel, les mises en page, etc. Donc il ne faut pas voir la presse non plus, ni la communication comme une forme dévoyée d'une information pure et qui serait absolument... À partir du moment où vous communiquez, vous faites un choix stratégique, a priori, et vous allez définir au préalable ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire, à quel public, à quelles audiences, etc. Quand vous écrivez ou quand vous développez une information, soit vous êtes vous-même à la source de cette information-là, et ce qui a fait quand même une grande différence dans la communication des ONG, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les bénéficiaires qui communiquent. Avant, les ONG étaient l'intermédiaire obligé pour porter la voix des bénéficiaires. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, etc., se passent tout à fait très bien des ONG, et vous avez pire comme information qui viennent directement du terrain que ce qui vient des ONG, qui n'osent même plus dire ni montrer un certain nombre de choses, tellement c'est violent.
Mais si vous êtes confronté à des images que des victimes colportent elles-mêmes des situations, je ne suis pas sûr que vous ouvririez votre ordinateur. Donc la question, encore une fois, elle est... on n'a aucune réponse qui est toute faite. Mais ce que je trouve formidable, c'est qu'on commence à formuler des questions. Et que les questions qui sont liées à la communication des ONG, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on y travaille, on est ravis aujourd'hui qu'elles commencent à émerger. Mais on a mis presque 15 ans à les porter. On s'est bagarré avec les ONG, on a été extrêmement mal reçus par les ONG, mal reçus par les médias, mal reçus par les marques, parce qu'on a interrogé en fait la relation. Donc il ne faut pas forcément chercher une réponse tout de suite, et il faut peut-être se mettre dans une logique d'interrogation. Nous, on a 15 ans qu'on travaille sur ces sujets-là, on est loin d'avoir des réponses à tous ces sujets. En revanche, on essaye de formuler les questions, et je pense que c'est tout le mérite de la table ronde d'aujourd'hui. Merci Bruno. Dalia, très vite, pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, justement, c'est un peu le miroir de cette guerre médiatique et propagandiste dont on a parlé tout à l'heure, parce que sur la toile, il y a de tout. Donc, et chacun va justement vers les sites qui confirment son opinion. C'est pas que ça change, en fait, ça fait qu'on confirme plus son opinion parce que chacun consulte les sites qui confirment plus cette opinion et non pas qui cherchent à la changer. Mais en même temps, les réseaux sociaux aussi, tout ce qui est Internet, etc., ça permet aussi d'avoir autre chose. Si on n'a pas de radio communautaire, malheureusement, on n'a pas le droit. C'est interdit, ça relève de la sûreté de l'État, etc. Donc l'État a le monopole des ondes FM. Mais par contre, on a des radios Internet, on a des sites Internet qui sont créés par des jeunes et qui sont assez intéressants. Maintenant, ils n'ont pas tous, on parle de pérennité de ces sites parce qu'ils ne peuvent pas tous assurer les moyens de pouvoir pour leur survie. Voilà, justement. Mais ça existe. Et forcément, on est à un moment où on est en train de repenser les médias. Merci Dalia. Oui, David, dernière petite question. Oui, c'est juste une conclusion parce que j'avais reçu un mail et pas une question. On m'avait posé une question claire. Et je disais que je répondrai aujourd'hui à cette question, à savoir, et c'est sûr qu'on va poser des problèmes, mais quelles solutions proposez-vous pour améliorer la relation entre les journalistes et les acteurs de l'humanitaire en Haïti? Et donc, la solution que je propose va remettre en question, bien sûr, le fondement des interventions des humanitaires en Haïti. Il faut que ces acteurs-là, apprennent à faire avec les Haïtiens et ne pas faire pour les Haïtiens. Ce changement de paradigme va d'emblée rendre plus transparente leur intervention. Et puis pour finir, c'est que les médias qui, dans ce cas, seront témoins de la jeunesse des projets, comprendront mieux la chaîne d'intervention. À ce moment-là, ils ne seront plus des simples caisses de résonance pour les communiquer et ces conférences de presse qu'on fait au lancement et à la clôture des projets. Très bien, merci David, merci à vous. Je voulais juste vous inviter à la signature du livre de Rabha Attar. Le livre s'appelle Place Tahrir, une révolution inachevée. Ça se passe là tout de suite à la Maison de l'International. Voilà, dans les 10 minutes qui restent avant la prochaine. Merci à vous. Merci, je vous invite à prendre une petite pause parce qu'on reprend après à 17h pour la synthèse et la clôture de l'événement. Donc il y a une petite pause café à la Maison de l'International et on se retrouve ici après.